Bonjour tout le monde, ça fait maintenant plus de 2 ans que je publie régulièrement du contenu sur cette chaîne YouTube, et depuis peu, je le fais professionnellement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va changer? Comment on en est arrivé là? Eh bien je pense que c'est le bon moment pour vous en dire un petit peu plus sur mon et sur mon retour d'expérience par rapport à cette aventure, tout en restant le plus transparent avec vous, en vous partageant par exemple comment fonctionne le financement de cette chaîne, le temps que je passe à réaliser mes sujets, et comment je le fais. Cette vidéo se veut un petit peu plus personnelle qu'à l'accoutumée, je peux comprendre qu'elle ne plaise pas à tout le monde, et d'un autre côté j'ai très envie de partager ce retour d'expérience, car un changement d'activité n'est pas non plus anodin, et partager mes erreurs comme réussites, je pense que ça peut être utile à d'autres. Bon super, si vous êtes encore là, c'est que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça permet de soutenir le travail de cette chaîne, et comme je vous l'ai dit, je le fais de manière professionnelle maintenant. Donc pour débuter, je vais recommencer par le début, comment a commencé cette chaîne, et ça a commencé par un gros accident de vélo. Bon ça, le gros accident de vélo, c'est l'élément déclencheur, car avant je commençais déjà à enregistrer mes trajets. J'ai pu en parler déjà dans ces 2 vidéos, et après mon rétablissement, quand j'ai repris le vélo, eh bien je me suis rendu compte qu'à l'endroit où j'avais eu l'accident, il n'était simplement plus possible de l'avoir de nouveau, parce que l'aménagement avait changé. Et c'est à partir de là que j'ai eu un déclic sur le fait que l'aménagement avait un rôle important à jouer pour permettre aux cyclistes de se déplacer en sécurité. Je me suis donc documenté sur le sujet et vu que j'ai des études dans le génie civil, ça m'a permis d'avoir une approche méthodologique dans la documentation et de rapprocher les éléments entre eux pour pouvoir réfléchir au meilleur aménagement possible. Car à chaque fois que je réalise un sujet, eh bien je le fais pas au doigt mouillé, j'épluche beaucoup de documentation pour pouvoir proposer des choses viables. Alors pour la petite anecdote, je n'ai pas continué dans le génie civil parce que pendant mes études, je m'amusais à développer des outils pour simplifier les différents calculs sur les coûts de construction par exemple, ou simplifier la gestion de la documentation. Et c'est finalement un prof qui m'a conseillé carrément d'aller plutôt vers la voie informatique. Et d'ailleurs, merci à lui pour son conseil parce que c'est ce que j'ai fait par la suite. Donc après avoir débuté comme autodidacte, j'ai aussi fait des études dans l'informatique. Et d'ailleurs, je digresse, mais c'est super intéressant de pouvoir comparer l'informatique à la construction parce qu'il y a beaucoup de parallèles qui se font entre les deux métiers. Et il y a même des métiers qui portent les mêmes noms, comme par exemple architecte logiciel ou bien architecte dans la construction. Et à la suite de ces études, j'ai travaillé pendant à peu près 10 ans comme développeur. Alors pour rentrer un petit peu plus dans les détails, j'étais un développeur web et je travaillais sur la partie back-end. En résumé, c'est toute la partie que l'utilisateur ne voit pas sur un site internet. Mais c'est tout ce qui permet au site internet de fonctionner normalement. Et c'est par exemple toutes ces connaissances qui me permettent aujourd'hui de vous proposer par exemple des lives sur Twitch, en développant des outils qui permettent d'afficher des cartes interactives par exemple, et même d'aller plus loin en récupérant de la data par rapport à ces lives pour pouvoir ensuite afficher des cartes avec la liste des panneaux M12 manquants. J'ai également développé des projets comme le Netflix du vélo qui permet de référencer l'ensemble des créateurs de contenu qui parlent de vélo. Je vous mets en fiche, hein, c'est un super site, n'hésitez pas à aller voir. Vous pourrez aussi découvrir pas mal de créateurs de contenu et vous leur ferez coucou de ma part. Et pendant toutes ces années, en plus de mon emploi, je réalisais à côté des sites pour des entreprises et des particuliers. Et après avoir quitté ma dernière entreprise, c'est l'activité que je faisais à côté de ma chaîne YouTube. Et donc, depuis quelques mois, eh bien, je ne fais plus cette partie de développeur, je me suis concentré uniquement sur cette chaîne YouTube. Et par rapport à ce changement de carrière, arrive un point crucial, c'est la rémunération. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Avant de parler exactement des chiffres, on va parler du temps et de la manière dont je travaille, parce que finalement les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. Comme vous avez pu le voir, la chaîne YouTube a beaucoup évolué depuis ses débuts, la ligne éditoriale également, et maintenant elle est découpée en 2 grandes parties. Les contenus chauds, c'est-à-dire l'actualité, les événements, et également la démystification de certaines news qui ont été publiées, et des contenus dits froids, qui sont là des analyses d'infrastructures, des tutoriels, des conseils, des tests produits, et également des compilations vélo. Les contenus chauds sont là pour apporter un gros trafic sur le court terme, et les contenus froids sont là pour apporter un trafic régulier sur le long terme. C'est pour ça qu'il est très important pour moi de mélanger ces 2 types de contenus, étant donné que je me place comme un média. Et donc, à propos de ce média, voilà comment se répartit le travail qui est effectué sur chaque publication. Il y a une partie qui est sur la documentation, qui peut varier de quelques heures si c'est juste une analyse sur un contenu chaud, ou quelques semaines si c'est la préparation d'un gros documentaire contenu froid. Il y a également la rédaction du script, parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas improvisé. Écrire son texte, ça permet de le structurer et aussi de n'oublier aucune des idées. Et ce travail peut varier de quelques heures à quelques semaines parce que j'écris mon script en même temps que je me documente. Après avoir préparé le script, eh bien évidemment, c'est beaucoup plus simple d'enregistrer l'audio, ce que je suis en train de faire actuellement. Et là, vous devez imaginer que pour 1 minute de vidéo, ça me prend entre 5 et 10 minutes d'enregistrement audio.
Ensuite, il y a la partie prise d'image, et ça je le fais de plus en plus en live avec vous, et généralement c'est là qu'il y a une différence entre les contenus chauds et les contenus froids. Pour les contenus chauds, la prise d'image est faite avant, donc j'ai déjà tout le matériel pour pouvoir réaliser la vidéo, et c'est aussi pour ça que je peux les faire aussi rapidement, comme pour Gambetta, qui est sorti le jour même où j'ai tourné les images. Mais en général, ce travail de prise d'image se fait après, pour pouvoir justement illustrer ce que je vais dire, et ça me prend à peu près 1 heure de tournage pour 1 minute de vidéo. Il est aussi possible de rajouter dans cette catégorie toute la prise d'image que je fais sur internet lors de mes recherches pour pouvoir illustrer mes sujets. Et ensuite arrive la partie la plus longue, le montage, et là c'est 1 heure est égale à 1 minute. Alors là aussi il y a des exceptions et il est aussi possible de le faire beaucoup plus rapidement, ça dépend à chaque fois de la durée des différents cuts. Quand vous voyez dans une vidéo, à chaque fois que ça change de vidéo, et ben c'est du nouveau montage, du nouveau travail à faire. Si j'utilise tout du long le même extrait vidéo, comme maintenant, eh bien c'est beaucoup moins de travail au niveau de montage. Voilà, vous avez un petit peu compris le fonctionnement. Après tout ça, eh bien la vidéo est prête, mais là, il n'y a pas encore de publication. Je l'envoie d'abord en relecture, c'est-à-dire que sur le Discord, il y a une équipe de personnes, de manière bénévole, qui m'aident, et d'ailleurs un super merci à eux. Ça permet de vous éviter d'avoir les yeux qui brûlent en regardant les vidéos, parce que je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Et ça, c'est dû à une dyslexie qui m'a été diagnostiquée quand même un peu tard, au niveau de ma scolarité, mais qui par la suite a été un grand soulagement de savoir que j'avais ça, parce que justement, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins honte de mes fautes d'orthographe, et il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont compréhensives et qui m'aident à gommer ce problème pour pouvoir avancer et surtout travailler plus sur le fond que la forme. Donc merci encore aux personnes qui m'aident et celles qui me font des remarques en privé sur Twitter, Instagram ou YouTube en me disant attention, t'as laissé encore une petite faute ici. Je le vois vraiment d'une manière très bienveillante envers moi, parce qu'il y a également une différence entre les personnes qui utiliseraient ces fautes comme un argument dénigrant mon travail. Bon, et bien maintenant avec ces personnes, je ne débat plus, je leur donne le lien de Discord, comme ça si elles veulent venir m'aider un jour, eh bien elles seront les bienvenues. Je pense qu'il était important de faire cette petite parenthèse, et encore une fois, merci à tous ceux qui m'aident pour la création des contenus. Une fois que j'ai eu l'ensemble des retours, je retourne au montage, ce qui me prend environ 2 heures, puis ensuite je fais la miniature de la vidéo, c'est-à-dire le petit encart que vous pouvez voir sur YouTube dès que vous voyez les différentes vidéos, ça prend à peu près 1 heure. Et là, publication définitive, ce qui fait environ entre 25 et 35 heures pour la réalisation d'une seule vidéo. Et vu que je fais par mois environ 5 vidéos, ça prend environ 150 heures entre la réalisation des vidéos et également regarder et répondre à vos commentaires, car oui, je le fais systématiquement. Donc voilà, ça c'est juste la charge de travail mensuelle pour YouTube. Maintenant, il y a Twitch, depuis pas très longtemps, ce qui représente à peu près 50 heures de streaming. Ça c'est en brut, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup plus de temps. Le plus long, c'était de paramétrer, prévoir les lives. Maintenant, effectivement, dès que je pars en live, je n'ai pas grand-chose à préparer. Je vais juste aller shooter les endroits que j'avais déjà préparés pour mes vidéos YouTube. Et bien sûr, vu que c'est en direct, on improvise beaucoup pour aller voir des endroits ou discuter de choses et d'autres. Ne vous inquiétez pas, hein, je vous parle ensuite de la répartition des bénéfices. Et pour l'instant, on va voir uniquement la partie temps. Il y a ensuite Twitter, où là, je passe à peu près une vingtaine d'heures par mois, parce que je publie quand même pas mal de contenu. Je l'utilise également pour faire des recherches, pour faire de la veille sur des sujets. Et donc quand je dis Twitter, c'est vraiment au sens large. C'est un petit peu tout ce qui est actualité. Enfin, il reste Instagram, et là, c'est des publications qui sont un petit peu plus personnelles, parce que c'est ma compagne qui le gère et qui a complètement carte blanche. Elle est photographe et finalement, elle laisse parler un petit peu sa créativité dessus. J'imagine que vous avez pu le voir pour les stories. Et donc, au passage, j'en profite pour la remercier énormément pour ce qu'elle fait. Et en tout dernier, il y a Facebook où je passe pareil, 2 heures par mois, mais là, c'est uniquement la publication. Et de temps en temps, je regarde vos messages, mais vraiment, évitez de me laisser des messages dessus parce que des fois je ne les vois que une semaine plus tard. Et donc au final on obtient ce petit camembert. Ce qui fait en moyenne par semaine 35 heures de YouTube, 11 heures de Twitch et à peu près 5 heures pour la gestion des autres réseaux avec de la veille. Soit un total d'à peu près 51 heures de travail par semaine. Maintenant que vous avez cette répartition de temps, on va parler de la rémunération. Et quand on est créateur de contenu, il existe différentes sources de revenus possibles. Il y en a une, c'est vous. Oui, vous, ceux qui me soutenez via Tipeee, Utip. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre générosité. Ensuite, il y a la rémunération qui est sur YouTube, qui correspond à peu près à 210 €. Et ça, c'est principalement parce que je ne mets pas de coupure publicitaire dans mes vidéos, donc forcément, je gagne un petit peu moins d'argent dans mes publications. Et donc la rémunération est à un petit peu plus d'1 € pour 1000 vues sur mes vidéos. Ensuite, il y a également la partie Twitch, qui représente à peu près 170 $, soit environ 150 €, et là, qui est également soutenue principalement par des abonnements, car je ne mets pas non plus de coupure pub durant mes lives. Alors pareil, je vous détaillerai plus tard ce que je reçois vraiment dans ma poche par rapport à ces 150 €.
Ensuite, il y a la partie partenariat ou affiliation, c'est-à-dire que là, je vais parler de marques ou de services dans mes vidéos et je serai rémunéré si les personnes qui regardent utilisent ces produits ou ces services. Comme par exemple Shepherd, avec qui je continue à avoir des échanges privilégiés et que je vous recommande assez souvent parce qu'effectivement, c'est des produits que j'utilise tous les jours. Ça fonctionne très bien, j'ai jamais eu de problème. Donc je suis très content des produits. Je vous les recommande et effectivement, si jamais vous utilisez les codes promo que je vous propose, eh bien c'est un gain pour vous et également un gain pour moi. Et indépendamment de ça, ils me permettent également de tester des produits qui ne sont pas encore sortis et de leur faire des retours sur des produits que moi, j'aimerais bien avoir. Je ne vais pas trop vous en parler vu qu'on est en train de faire des tests, mais c'est des trucs qui vont être vraiment sympas. Et c'est également des marques qui vont m'envoyer des produits pour que je fasse des tests, comme la prochaine qui sera la trottinette ou le vélo électrique que j'ai fait. Pour ces vidéos-là, je ne suis pas rémunéré, uniquement effectivement si les personnes achètent le produit. Et c'est pour ça que je construis mes tests de la manière la plus objective possible pour vous permettre de faire le choix qui correspond à vos besoins. Et je fais également mes tests sur des produits qui me donnent envie. Comme ça, c'est gagnant-gagnant pour vous et pour moi. Et cette partie-là de partenariat représente entre 50 et 100 euros par mois. Et donc acheter les produits ou services avec les codes promo, c'est aussi une bonne manière de me soutenir si ça correspond à vos besoins. Ensuite, on a une autre partie. Là, dès qu'une marque me paye, la vidéo est indiquée comme sponsorisée. Au début de la vidéo, vous pouvez voir un encart qui précise que je gagne de l'argent en contrepartie de présenter une marque. Et c'est cette partie que je vais développer un petit peu plus sur la chaîne pour qu'elle soit rentable, tout simplement. Parce qu'actuellement, je dégage même pas un SMIC avec toutes les différentes monétisations précédentes. Alors attention, ici, les sponsors ne vont pas être faits n'importe comment. J'ai actuellement une quarantaine de sujets que j'ai commencé à rédiger et j'ai maintenant une personne qui m'aide à trouver des marques pour ces sujets. Et c'est Léry de Velook, que vous connaissez peut-être déjà, qui joue ce rôle de manager. Et avec cette approche, ça évite déjà d'avoir tout le côté biaisé, parce que le sujet est déjà réalisé, et il sera beaucoup plus facile d'intégrer une marque de cette façon, plutôt que de développer tout un sujet autour d'une marque pour après en sortir une vidéo. C'est par exemple le type de contenu que vous avez vu avec Amsterdam, où je présentais un sac de Je suis à vélo. Et là, pour soutenir la réalisation d'un projet, eh bien c'est des grosses fourchettes. Ça dépend vraiment du client et du type de collaboration. Ça peut vraiment débuter à 500 euros, aller jusqu'à 1000, 2000 et même plus. Il n'existe pas vraiment de grille tarifaire sur YouTube et même entre créateurs, on ne partage pas exactement les mêmes tarifs. Il est donc très dur de pouvoir faire une comparaison sur la rentabilité d'une chaîne YouTube par rapport à cette partie et pourtant, c'est celle qui va permettre la viabilité ou non de cette chaîne. Et donc ça, c'est mes principales sources de revenus. Il en existe bien sûr beaucoup d'autres que je vais continuer à développer, comme par exemple le côté marque blanche ou expertise. Et là, je serai rémunéré par une entreprise pour pouvoir leur fournir une vidéo sur un sujet lié de près ou de loin avec le vélo. Il y a également le côté boutique en ligne ou merchandising que beaucoup de créateurs de contenu réalisent. Je ne sais pas personnellement si je vais le faire. Il est possible que je revende des produits que j'ai testés pour me faire un petit peu d'argent à côté de la chaîne. Je vais réfléchir à ça. N'hésitez pas à me donner vos avis. Parce que pour l'instant, effectivement, lancer une marque Altispace sur des produits vélo, c'est pas encore dans mes projets. Maintenant qu'on a tous ces chiffres, je vais retirer la commission de toutes les plateformes. Par exemple, Tipeee, c'est 8%. Utip, ça peut être 1% ou 5% ou plus. C'est vous qui choisissez. Twitch, c'est 50%. Et ça, c'est parce que je ne suis pas encore partenaire. Et à l'ensemble de tout ça, il faut appliquer la charge auto-entrepreneur qu'il faut que je déclare chaque trimestre. Et là, c'est 22% que je dois payer à l'État. Et vu que c'est du pourcentage, eh bien ça varie effectivement par rapport à mes gains. Et là, c'est plutôt par rapport au nombre de sponsors que j'ai par mois. L'objectif idéal, ça serait d'avoir au moins 2 sponsors, ce qui permettra d'avoir un revenu autour des 2000 euros net par mois. Ce qui donne au taux horaire à peu près 9 euros par heure. Ce qui fait que je commence à m'approcher du SMIC. Et donc, le projet commence à être viable. Il ne faut pas oublier qu'en face de ces gains, il y a les frais fixes que j'ai chaque mois. C'est-à-dire mon appartement et tout ce qui est rattaché, la nourriture et autres. Bon, il ne faut pas oublier que Paris c'est joli, mais c'est aussi l'une des villes les plus chères de France. Je ne vais pas m'en plaindre, j'adore cette ville, mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont mieux payés avec les mêmes postes. Parce que c'est simplement que la vie est beaucoup plus chère à Paris. Et à côté de YouTube, pour l'instant, je n'ai pas d'aide supplémentaire, car mon chômage s'est arrêté il n'y a pas très longtemps, étant donné que ça fait plus de 2 ans que je fais une activité d'auto-entrepreneur. Et ça m'a d'ailleurs bien aidé à me lancer, parce que ça m'a permis de prendre plus de temps sur cette chaîne et mes projets annexes. Et donc, à ce jour, j'ai à peu près 6 mois de visibilité sur la chaîne YouTube. Donc, finalement, c'est une bonne nouvelle. On va voir effectivement si ça tient dans la durée. L'objectif, c'est de faire grossir cette chaîne YouTube, et également de recruter des personnes. Au début, ça sera à temps partiel. Je vais avoir besoin d'un monteur et d'une personne pour faire les scripts avec moi, dans l'optique de dégager plus de temps pour pouvoir faire des documentaires plus longs et de meilleure qualité. Car finalement, tout le travail que j'ai effectué, et c'est aussi ça qui me motive énormément à continuer, c'est que je vois que ça fait avancer les choses, aussi bien du côté des usagers, avec un apaisement de la communication,
ou même du côté des collectivités avec une écoute plus proche, parce que finalement, elles manquent cruellement de retours utilisateurs. Et c'est pour ça que c'est toujours très important de faire remonter les problèmes, et les faire remonter de la manière la plus constructive possible, pour qu'ensemble, on réfléchisse à la meilleure solution pour tous. On arrive donc à la fin de ce sujet. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre un petit peu plus sur mon travail et que ça a peut-être pu en inspirer certains. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, ce sera un plaisir de vous lire et d'y répondre. C'est également le moment de remercier toutes les personnes qui me soutiennent financièrement. Vous avez pu comprendre à quel point cette partie de monétisation était importante, donc merci énormément à vous qui me soutenez chaque mois et ça me permet d'avoir une très bonne visibilité sur l'avenir. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route!